Pas ça justement, Khadija et Mona, parce que vous êtes plus sur la politique internationale, mais je pense que vous avez aussi un regard sur ce qui se passe en France. Et justement par rapport à cette campagne qui démarre et 2027, comment vous voyez les choses de votre côté? Je pense que ça va être très très violent et les extrêmes vont sûrement mettre... Moi je pense que les extrêmes vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on ne pense et je trouve que la société elle est assez polarisée quand même sur ce sujet-là. Quand on regarde aujourd'hui Jordan Bardella et son ami qui par exemple fait une fausse paparazzade, qui commence dès à présent déjà à s'imposer dans le paysage audiovisuel, à essayer de s'immiscer dans l'esprit des Français comme une espèce de normalité parce que lui aussi se prend main dans la main avec son ami, c'est presque mignon. Je pense que c'est Gendarmerie aussi, nationale, voilà. le bleu là. Oui, je pense que c'est aussi une stratégie du RN qui essaie un peu de s'infiltrer dans les esprits pour essayer de manger un peu cette droite qui est aujourd'hui un peu indécise et faire en sorte que ceux qui sont à droite passe plus facilement, plus doucement, en fait, que la pilule passe mieux, quoi. Donc je pense que tous les coups seront permis et je pense qu'on aura des dossiers assez importants qui vont sortir à cette période-là des élections présidentielles. On attend ton documentaire. Ouais, ce sera pas sur ça, mais... je me suis dit peut-être, tu vois. Non, mais je reste sur le Liban. Tu restes sur le Liban. Mais je laisse la parole. Et toi, Khadija, donc, par rapport à, si tu le souhaites, par rapport à 2027, à l'échéance franchement, moi, je rejoins Mona là-dessus. Après, moi, personnellement, je suis assez pessimiste au vu de comment les médias déjà virent très à droite, notamment le service public, France Info, de ce qui se raconte sur les plateaux télé. On sent déjà qu'il y a cette préparation. On prépare vraiment les citoyens à accepter finalement que l'extrême droite soit au pouvoir. Et l'extrême droite est déjà, en fait, au pouvoir au sein des médias. Et c'est très inquiétant. Alors tu vas nous en dire un peu plus parce que c'est une attaque assez, assez violente, mais que, c'est factuel, mais que tu vas pouvoir, développer, étayer. Mais peut-être qu'on peut, parce que en fait au début de la semaine, c'était quel jour la conf de presse? Alors la conférence de presse a eu lieu le 3 avril, je crois. Déjà, 3 avril. Ça va trop vite. Ça va vite. Donc le 3 avril, tu faisais partie des privilégiés, on peut le dire, qui ont participé à la conférence de presse de Rima Hassan et de Maître Brengart. C'était à Paris, je pense. Oui. Et du coup, non seulement tu y as participé, donc je pense qu'il y avait un intérêt en soi à y être par rapport à tout ce qui s'est passé, et puis on a eu des suites sur le fameux produit illicite. Oui, soi-disant, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu une certaine tension, notamment avec un journaliste de France Info, entre Rima Hassan et lui, et ensuite entre lui et toi. Donc peut-être qu'on peut regarder une petite séquence, et ensuite on retourne en plateau, on te laisse tout le temps pour expliquer. Ouais. Ça, c'est bon. Magnéto, Serge. Non, mais je n'ai pas terminé. Enfin, je n'ai même pas pu prendre la parole encore. Donc peut-être que vous pouvez au moins respecter ce temps-là. Et il y aura également une prise de parole. Oui, mais avant les questions, on a peut-être des éléments à présenter. Si ça vous satisfait pas, surtout qu'il y a eu un dé. Alors on va prendre plusieurs questions d'affilée, ne t'inquiète pas, tu auras ta réponse, mais on va tous les noter. Pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez... Je suis en garde à vue là encore ou pas? J'ai aussi, parce que ça c'est quelque chose que les médias, les grands médias, vous n'avez jamais... Qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous? Je suis journaliste. Voilà, journaliste indépendante pendant 2 ans. Vous avez récupéré la propagande de Benyamin Netanyahou qui est recherchée par la Cour pénale internationale. Et le mot génocide, vous avez vraiment beaucoup de mal à le mettre. Non mais je n'ai pas terminé. Enfin, je n'ai même pas pu prendre. Alors, retour en plateau avec Khadija, donc c'est incroyable, c'est toi qu'on voit à la fin, donc apostrophé par la roue du roux. Et voilà, vas-y, Oui. la parole est à toi. Eh bien, écoutez, effectivement, on était donc à présent présente à cette conférence de presse avec l'objectif de pouvoir apporter des éléments de vérité sur la garde à vue illégale d'ailleurs de Rima Hassan et apporter aussi des éléments sur cette fake news qui notamment qui disait qu'elle avait de la drogue de synthèse dans son sac. Et je rappelle que BFM TV avait fait des bandeaux de partout et avait titré Rima Hassan, de la drogue dans le sac. Ils avaient même parlé de
cation, je crois, je crois que la cation, c'est un dérivé de la cat, c'est de la drogue. Ouais, moi j'avais vu 3 MMC. Au Yémen. Au Yémen, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il disait Forest. Oui, le 4, c'est ce qu'on mâche au C'est Yémen. ça, Là, le mettre dans la ouais, c'est ça. Ouais. Oui, ils avaient même fait un bandeau cation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette drogue, mais ils sont allés vraiment trop loin, c'est vraiment... c'est un effondrement moral, c'est vraiment l'effondrement du journalisme. Il n'y a aucune déontologie, ils ont eu des sources judiciaires, ils ont eu zéro recul par rapport à cela. On sait très bien que Rima Hassan est une eurodéputée palestinienne, donc de la France insoumise, et donc évidemment Franco-palestinienne. Franco-palestinienne. C'est comme ça qu'elle se présente sur Twitter. Oui, c'est vrai, franco-palestinienne. Je veux dire, voilà, elle a cette identité-là qui aujourd'hui dérange beaucoup la France, l'État français, les fachos, etc. Et on sait que depuis maintenant plusieurs années, elle est quand même victime d'une campagne de harcèlement, cabale incroyable, infâme. Effectivement, médiatique, politique, c'est infâme, c'est voilà. Ensuite, moi, concernant cette séquence, malheureusement, elle n'était pas du tout prévue. L'idée, c'était vraiment de pouvoir rapporter de l'information. Et d'ailleurs, on m'a interpellé aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont dit que c'était dommage parce que à la base, ces gens-là attendaient vraiment qu'on puisse fournir de l'information, et ça a été gâché entre guillemets par cette séquence où j'interpelle effectivement Paul Larrouturou, qui depuis le départ, dès qu'on est arrivé de toute façon dans cette salle, a eu des comportements extrêmement déplacés. Lesquels, par exemple ? Tout de suite, en fait, quand Vincent Brengard s'est exprimé, tout de suite après, il avait envie de poser ses questions. Il est dans l'invective. Il a remonté dessus, quoi. Oui, il était pressé parce que je pense qu'il avait son plateau juste après dans C'est à vous. Mais en fait, il y a un moment donné, pendant, je sais pas moi, 24 heures à peu près, il y a eu une campagne de désinformation au sujet de Madame Hassan. Donc la moindre des choses, en fait, quand on est journaliste, on est là pour écouter, on n'est pas là juste pour poser nos questions et s'en aller et faire du mal comme il a fait ensuite, parce que je suis allée voir ce qu'il a présenté dans C'est à vous, c'était absolument c'était d'une pauvreté intellectuelle, d'une indigence. En plus, ils ont fait parler le ministère, je crois, de l'économie, donc qui évidemment a donné aussi son point de vue. Ça n'avait aucune valeur journalistique, aucun intérêt. On sait très bien que le ministre de l'économie, évidemment, c'est un ministre d'opposition. Il n'allait pas du tout aller, il n'allait pas du tout raconter des choses factuellement vraies aussi. Donc, il a été, les propos étaient pas du tout, ses propos étaient complètement à rebours de la situation que vit Madame Hassan. Il n'avait aucun intérêt, de toute façon. Je ne sais pas lui parler. Il n'a aucune valeur, il n'a aucune autorité. Ça n'a aucune valeur journalistique. On s'en fout un peu de ce que pense le ministre de l'économie sur le cas donc, de Madame Hassan. Et donc, effectivement, quand il est arrivé, monsieur Paul Larrouturou, parce que moi, quand même, j'ai du respect, je connais son nom. Enfin, je veux dire, entre journalistes, on se connaît tous. Et s'il avait un minimum, quand même, de bagage, de culture, quand on parle de sujets palestiniens comme cela, on sait quand même à peu près qui sont les journalistes qui travaillent sur ce terrain-là. A priori, il ne connaît que sa personne, j'ai l'impression. Et si je peux me permettre, parce que il se trouve que tu es assez présente, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si on peut faire apparaître la page Insta de Khadija, voilà, je veux dire, t'es suivi. On peut aller voir la sienne pour voir combien de followers il a. Je pense que Parce que je veux dire, là, t'es à 119K, c'est ça ? 119 000. Non, mais attends. Non, mais c'est pas pour te gonfler et tout. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je veux dire, 119 000 sur un réseau comme Instagram, c'est beaucoup. C'est conséquent. Moi, je vois quand tu fais des posts. Quand tu fais des posts, ça peut monter à des 10 000 likes et tout. Non, mais c'est réel. C'est-à-dire que tu as une voix qui est écoutée. Après, on peut apprécier, on peut ne pas apprécier. Chacun son truc. Mais en tout cas, tu es une voix. Tu as fait des reportages en Palestine occupée. Tu as fourni un travail. Et c'est vrai que là, à minima, parce qu'il peut ne pas te connaître, mais à minima, si tu es là, c'est que tu es une journaliste. Tu es dans une conf de presse. Vas-y, Mona. C'est ce que je lui disais. Je lui dis c'est très condescendant. Et il y a même presque un relent, pour moi, des relents colonialistes. C'est-à-dire qu'en voyant une femme racisée,
qui osent l'interpeller. Alors là, je suis obligé d'arrêter. Qui osent l'interpeller. Là, je vais me faire embrouiller. T'aimes pas le terme? Je déconne, je m'en fous. Je m'en fous, c'est juste Une pour la femme blague. arabe, Maghrébine, ouais, c'est une ça. femme Non, mais arabe, je pense que si ça avait été une autre personne caucasienne, je pense pas qu'il aurait osé ce terme-là. Je pense qu'il se serait dit, naturellement, c'était une journaliste. Ceci étant, si elle a accès à cette salle-là, c'est qu'elle est journaliste et qu'elle est totalement légitime. Et je pense qu'il y a beaucoup de cette condescendance, notamment vers les journalistes indépendants aussi, de journalistes que moi j'appelle, et je reprends l'expression de Quentin Muller, les journalistes aux fesses plates, c'est-à-dire ceux qui sont assis sur les plateaux et qui commentent depuis leur studio feutré Pardon, dans tout le confort. J'adore. C'est l'expression de Quentin Muller. C'est ces journalistes de comptoir qui osent invectiver des journalistes de terrain, dont Khadija ou moi ou d'autres personnes, et qui estiment qu'elles ne sont pas assez légitimes parce qu'elles ne sont pas dans ces grands médias ou dans ces médias mainstream. Sauf que nous, en fait, on a fait le choix de ne pas aller travailler dans ces médias-là parce qu'on a des principes, on a des valeurs. Alors peut-être que ce monsieur a des valeurs et des principes, très bien. Sauf que cette arrogance et cette condescendance qu'il a, je trouve qu'il faut un petit peu d'humilité dans ce métier parce que c'est un milieu où les gens ont un ego surdimensionné. Et pardon, mais je pense que ce monsieur et d'autres journalistes également à fesses plates devraient aller faire un petit peu de terrain, devraient aller se confronter à la souffrance des gens dans la rue, devraient aller un petit peu battre le pavé au lieu d'insulter comme ça des journalistes qui font leur travail. Je pense que c'est pas du tout l'esprit journalistique qu'on est censé avoir dans notre profession. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on sent, moi, ce qui m'a vraiment choqué, tu vois, mais vraiment choqué, après, vous pourrez aussi réagir, messieurs, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est le regard, tu vois, c'est-à-dire quand tu as commencé à parler, et genre, tu sais, il y a un moment, parce que la scène, elle est filmée, tu vois, on voit toute la scène. Donc on voit, il te regarde, et c'est presque, mais de quel droit tu te permets de parler, en fait? Tu vois, c'est comme si, mais attends... Mais ouais, c'est ça, c'est que je suis pas... En fait... T'es pas invité à la table, quoi. Oui, il a, je pense que c'est une forme de retrait de mon identité de journaliste. J'avais mon Sonia 7.4 autour du cou, et en fait, moi, j'étais... C'est ma caméra, moi. Ah, d'accord. Et je filmais, enfin voilà, je pense qu'en plus, il me suit sur X depuis 2022. C'est ça qui est assez dingue. C'est qu'il la connaît. Je sais pas s'il m'a reconnu en vrai. Mais en tout cas, je pense qu'il a de toute façon, on dit. En fait, je trouvais que le sujet était tellement grave. Je l'ai interpellé sur un sujet très grave, c'est-à-dire que je parlais de génocide, donc des populations qui se font massacrer, des enfants, des femmes, des hommes qui ne demandent qu'à vivre. Et d'ailleurs, c'est pas le premier à me sourire. J'ai aussi interpellé Camille Anglade de BFM TV. Alors ça, on y reviendra. Mais c'est dérobé. Épisode 2. Mais quand j'interpelle bizarrement tous ces journalistes, quand je leur parle de sujets aussi graves, et quoi, à chaque fois on me décroche un sourire, mais je me dis, mais est-ce que je suis devenue un clown? Sérieusement, est-ce que je dois faire du stand-up? Est-ce que je suis drôle vraiment? Est-ce que ce sont des sujets rigolos? Non. Mais du coup, effectivement, cette séquence n'était absolument pas... Voilà, j'avais pas du tout l'intention de... Mais tu regrettes? T'as l'air de regretter. Non, c'est que en fait... non, je regrette pas. De toute façon, je suis comme ça. Il y a un moment donné, il a vraiment poussé le bouchon très loin. Comme je disais, il a été condescendant. Il est arrivé, il prenait tout l'espace dans la pièce. Il voulait absolument poser ses questions. Il voulait pas écouter Rima Hassan sur ce qu'elle avait à dire. Moi, après, je suis quelqu'un de très investi, très engagé dans mon métier, dans mon travail. Et pour moi, le journalisme, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et donc, je trouvais déjà qu'il avait une attitude qui n'était pas digne d'un journaliste. Donc, ça m'a beaucoup gênée. Et le fait qu'il a harcèle, entre guillemets, en lui répétant, enfin, en posant à plusieurs reprises la même question... est-ce que c'était un terroriste? Est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que c'est... Et elle lui disait, venez le 7 juillet et vous aurez vos questions. Je ne réponds pas à cela. Mais elle le dit elle-même. Elle le dit, je suis en garde à vue. Elle lui dit à un moment, c'est du jamais vu quand même. C'est du jamais vu. Incroyable. C'est vraiment irrespectueux. Et encore une fois, voilà, c'est un homme blanc qui pose ces questions à une femme qui est aussi racisée, palestinienne en plus, a fortiori. Donc voilà. Et donc, à un moment, en fait, je lui dis, mais et vous, alors c'est un génocide ou pas? Pourquoi vous ne reconnaissez pas ce mot-là, en fait? Là aussi, est-ce que c'est un génocide? J'avais envie de lui renvoyer un peu la question. Et qui êtes-vous, madame, avec un sourire? Franchement, je pense que dans quelques années, les gens reverront ces images et se diront, mon Dieu, en fait, il y avait tellement de journalistes endormis et c'est terrible. Pour moi, cette séquence-là, et je te jure, je te dis pas ça parce que tu es là, pour moi, c'est une séquence importante. C'est une séquence. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu regrettes? Parce que je trouve que c'est une séquence qui est hyper parlante.
justement sur le rôle, notamment, et je t'envoie le ballon tout de suite, sur le rôle du service public audiovisuel, et notamment, tu vois, cette histoire de la Riviera, parce que je crois que tu en as parlé, Oui. et moi, je te le dis, ça sera un document d'histoire. Oui. Ce qui s'est passé, parce que tu étais là au moment où il fallait être là et tu as dit les mots qu'il fallait dire au moment où il fallait les dire. On n'a pas eu sa réponse. Et vraiment, et je te le dis sincèrement, et moi c'est pour ça que j'étais hyper content que tu sois là aujourd'hui. C'était déjà pour ça, l'épisode 1. Hicham. Je pense que cette séquence, et le web s'est pas trompé là-dessus, vu que ça fait réaction partout, c'est qu'en fait, elle cristallise tout. Enfin, il y a tout ici, il y a la question coloniale, il y a justement l'implicite de la domination journalistique, et surtout, il y a quelque chose que tu fais voler en éclats, en tout cas que lui aussi fait voler en éclats aussi, c'est le mythe de la neutralité journalistique. Là, on voit qu'il y a une confrontation, ce qu'on n'a pas l'habitude, parce que dans les médias dominants, ça va que dans un sens, on soutient l'Israël, etc., c'est la vérité journalistique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'AFI, par le travail politique, il faut le dire, aussi de Rima Hassan, bien sûr. Même dans sa garde à vue, elles ont recréé de la conflictualité au sein même d'un espace dit journalistique. Et donc là, on voit deux visions du journalisme qui s'affrontent, notamment un journalisme à fesses plates. Et puis, un toutologue, un toutologue, un chien de garde, comme disait Nizan. Et puis aussi, autre chose, c'est surtout comment le web il a réagi tout de suite, c'est regarder Madame Toufik, elle a fait plein de reportages, et c'est vrai, en fait, les gens ils étaient choqués parce que tu allais en Cisjordanie, et quand on s'était eu au téléphone, je disais, mais moi j'aimerais leur poser la question, pourquoi vous n'allez pas en Cisjordanie ? On ne peut pas aller à Gaza, ce qui est une dinguerie, c'est le seul territoire occupé au monde. Vous pouvez aller en Cisjordanie. Ouais. Mais voilà, ce que tu me disais systématiquement, c'est, mais vous pouvez aller en Cisjordanie, et pourquoi vous n'allez pas en Cisjordanie, quoi. Oui, parce que c'est beaucoup plus confortable d'animer des émissions, de montrer sa tête à la télé et d'avoir un peu ce fantasme de je suis une star, etc. En fait, on ne fait pas ce métier pour être une star, on fait ce métier pour la société, pour la démocratie, pour l'humain, pour les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que... Pour des causes. Pour des causes, et surtout pour des causes aussi. Et moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Hicham sur le fait de ne pas faire de reportage sur le terrain. Ça, vous en parlerez après. Il y a un coût humain aussi, un coût humain psychologique. Oui. Voilà, parce que tout le monde n'est pas égal devant la violence. Oui. Et quand on assiste à de la violence ou qu'on subit de la violence, etc., Oui, parce non, tout le monde ne va pas le gérer de la même manière. On rapporte ça chez nous, et après, il y a un stress post-traumatique aussi. Oui. Quand on voit des cadavres ou du sang, ou des images qui sont très fortes. Bien sûr. Et ces journalistes-là, c'est pour ça que j'insiste sur l'expression, mais ces journalistes-là, ils ne connaissent pas cette souffrance que nous, on touche du bout des doigts, ces gens qu'on côtoie. Et après, nous, on rentre à la maison avec ce bagage. Et parfois, en tant que reporter de terrain, c'est difficile de jongler avec ces deux mondes. Le monde du confort, de la phrase facile, de l'analyse de comptoir, avec nous qui sommes souvent dans la rue ou avec les gens ou sur le terrain à l'étranger et qu'on témoigne de choses qui sont extrêmement graves. L'impérialisme et la déshumanisation traversent le champ journalistique. Et là, on le voit, quoi. Vraiment, c'est ça qui est fort. Mais c'est surtout que... En fait, c'est même pas une histoire de lui, c'est le problème, c'est celui des rédactions. Les rédactions ont rien à faire à envoyer des gens en Cisjordanie. La cause est déjà entendue, ils ont déjà pris parti, on est même plus dans un journalisme d'investigation, on est dans un journalisme de mercenariat. C'est du mercenariat de presse. Et à la limite, lui, je ne sais pas si... C'est-à-dire que même l'idée d'aller en Cisjordanie, c'est même pas ça. C'est que de toute façon, on a des rédactions qui en ont rien à faire. Oui, qui pensent à l'audience, surtout. Qui sont partie prenante dans une guerre informative, une véritable guerre. On est dans un système de guerre informative, et ce genre de choses. Et à la limite, lui n'est qu'un pion dans cette guerre. C'est un petit soldat, c'est un bon petit soldat. D'une rédaction complètement idéologique, C'est le ménestrel, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu Caroline Fourest, mais Caroline Fourest cette qui commence... menteuse pathologique. Mais cette menteuse qui a son... Et qui a pignon sur rue, en plus. Mais elle a ses entrées partout, elle a ses entrées à l'Élysée. Mais c'est le vrai problème du journalisme. Ça fait tellement longtemps que je les vois, que je vois ça, que je vois se répéter pour la 1000e fois cet épisode. C'est incroyable. Dans cette guerre informative, on a des braves petits soldats, on a une armée de petits journalistes qui déshonorent complètement la profession. On peut même plus parler de manque de déontologie. C'est que ce sont réellement des mercenaires primitifs.
Et voilà ce qui est extrêmement grave. C'est le mal de notre métier, on en discute. Et d'ailleurs, il y aura des poursuites. Il y aura des poursuites en ce qui concerne le judiciaire. Oui, je pense. Pardon, est-ce que tu ne vous coupez pas la parole, vas-y, Mona. Non, je disais, c'est vraiment le mal de notre métier aujourd'hui. Ce journalisme-là abîme complètement notre métier. Moi, je ne reconnais pas mon métier. Et moi, quand j'en parle avec Khadija et même d'autres reporters de terrain, je pense notamment aussi à Salim Saab et à tous ces reporters, tous ces journalistes qui ont fait le choix de sortir, entre guillemets, de ce système-là parce qu'on a des principes, on a des valeurs et parce qu'on aime profondément notre métier. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut dans les rédactions. Il faut que les gens se réveillent, il faut que les journalistes se réveillent. Et je pense qu'il y en a un qui va se réveiller, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout d'un moment, le rédacteur en chef ne pourra plus faire sans ces journalistes. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de notre métier, c'est d'utiliser les bons mots. Quand il y a un génocide, on parle de génocide. Quand aujourd'hui, les plus grandes institutions de génocide parlent de génocide, disent qu'il y a un génocide actuellement à Gaza et que même des spécialistes du génocide israélien parlent de génocide, nous, en tant que journalistes, on se doit d'utiliser ce mot. Quand je vois des journalistes comme Monsieur Paul qui bégayent quand on leur parle de génocide, ou quand j'invective d'autres journalistes, moi, que je croise parfois sur le terrain, ou à qui j'envoie des messages, on me dit non, mais t'es trop dans l'émotion, t'es difficile, t'exagères. Nous, en fait, on est simplement dans les faits. Non, mais ça, c'est parce qu'on est des femmes arabes. Et donc, automatiquement, on est soit hystérique, soit on est sensible, ou soit on est porté par trop d'émotions. Non, en réalité, on parle de faits. C'est le moment où je ne vais pas faire de blagues. Non, mais on parle de faits qui sont sourcés et documentés. Pardon, mais Gaza, on est en train d'assister à un génocide en live depuis nos téléphones. Malheureusement, la presse internationale ne peut pas accéder à Gaza, mais en tout cas, Gaza nous aura ouvert les yeux sur, premièrement, la compassion sélective, la déshumanisation totale des Palestiniens et des Libanais également, la malhonnêteté volontaire intellectuelle et surtout une espèce de distanciation qui fait qu'on te met des mots écrans et les gens, ça les éloigne complètement de ce qui est en train de se passer en Palestine ou même au Liban. C'est les mêmes procédés qui sont utilisés à chaque fois. C'est cette même propagande qui est reprise. Et surtout, moi, ce que je trouve qui est très choquant, c'est de reprendre le narratif israélien comme s'il était gage de vérité, sans contrebalancer. On invite, mais sans cesse, Olivier Rafovitch qui nous dit qu'il est en train de faire le sale boulot pour les Libanais, qu'il faudrait le remercier. Moi, ça me fait bondir de ma chaise de voir ça. Et de voir qu'à côté, des journalistes qui lui parlent de manière totalement édulcorée, presque en lui caressant l'épaule, sans vouloir vraiment l'invectiver ou le mettre face à ses responsabilités, parce que tout est sourcé, documenté. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de génocide à Gaza. Et moi, j'adore mon métier, mais quand je vois que ces journalistes-là font tellement de mal, abîment notre métier, la dernière fois, j'avais utilisé un terme très fort, prostitue notre métier, pardon du terme. Mais aujourd'hui, quand on parle avec des gens, dès qu'on leur dit « je suis journaliste », tout de suite, il y a une espèce de méfiance. Et c'est dommage. Et il y a eu une faille journalistique aujourd'hui concernant Gaza et le Liban. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. C'est aussi parce que le journalisme est totalement à la merci du pouvoir financier. Parce que c'est ça la base de tout. Hein. On a un pouvoir financier qui est complètement lié à l'impérialisme. Et si on prend Rafovitch et autres, alors on voit des liens, etc. Donc c'est clair, c'est que Bolloré... C'est-à-dire qu'on a l'impression, on nous demande de jouer à un jeu où on sait parfaitement que les dés sont pipés. On sait parfaitement. Donc, des journalistes comme vous, vous jouez à la loyale, en quelque sorte. Hein. Vous jouez à la loyale, donc on va informer, etc. On va confronter les sources, etc. On va faire du journalisme de terrain, du reportage de terrain. Et en face, vous avez une machine qui, de toute façon, a fait son choix, qui est complètement liée à la machine de guerre impérialiste, hein, et qui va placer quelques journalistes et faire comme si c'était des vrais journalistes. Ce sont des faux journalistes qui n'ont plus rien à voir avec la profession. Sortez de vos studios feutrés, allez vous confronter au terrain, voilà, c'est ça. Venez les fesses plates. Nous, on fait des squats. Les journalistes du squat. Du coup, en fait, c'est ce que révèle d'une certaine manière la séquence. En t'écoutant, Youssef, je me disais, en fait, c'est ce que révèle la séquence. C'est-à-dire que lui, même si c'est, justement, et c'est là où je voulais en venir, même s'il est de France Info, c'est-à-dire le média national, le média... Qui à l'époque passait pour un bon média. Le média public, d'accord, qui doit avoir, j'allais dire, une certaine équidistance vis-à-vis des différentes tendances, des différentes opinions. Et là, on l'a vu, et c'est toi qui le dis à chaque fois, Youssef, la preuve par la Palestine.
Moi, c'est un truc, je sais pas, c'est toi qui l'as inventé? Oui, en Cette expression 83. Précisément. Non, mais pour moi, cette expression. Si, c'est vrai, j'ai déposé les droits d'ailleurs. Elle est puissante. Cette expression, elle est puissante. Et après le 7 octobre, elle a été c'était en démontrée. 83. Et notamment à France Télévisions, et cette histoire ignoble de la Riviera, les hôtels, tout ça. Ouais. Et là, encore une fois, dans la séquence que toi, tu révèles par ta contestation, enfin ton attitude, etc., que ce service public n'est plus un service public. Ouais. Il est au service de certains intérêts qui ne sont plus le public en général. Et puis, il n'y a même pas eu d'excuses, je veux dire, de la part du service public, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de communiqué. On ne représente rien, en fait, à leurs yeux. On n'est pas dans le système, et Dieu merci. Mais voilà, ça montre le mépris qu'ils ont déjà pour les journalistes racisés. Mais alors, je vous laisse imaginer le mépris qu'ils doivent avoir pour les Gazaouis, les Libanais, les Iraniens, notamment, qui se font massacrer. Quelle protestation pour les 200 ou 300 journalistes qui ont été massacrés. Ouais, aucune. Et d'ailleurs, 119 journalistes selon Stop... 320 maintenant. Ouais, 320 selon 320. Stop Murdering Journalists. Et c'est d'ailleurs une question qu'on verra après, que je pose aussi à des gens, à ces rédacteurs en chef. D'accord, et regardons-le. Voilà. Alors là, tu parles les assises. Là, c'est les assises. Attendez, parce qu'il y a plusieurs séquences. Voilà, alors, on va faire dans l'ordre. Sauf, tu voulais dire un truc qui peut-être présenter un peu les assises du journalisme. Voilà. Ça a lieu chaque année à Tours. Donc, on va dire, c'est un peu leurs universités d'été à eux. Donc, il y a toute la profession. C'est toujours à Tours, non? Oui, toujours à Tours. J'en viens, je suis né de cette ville. Et même dans cette ville, on déteste ça. Parce que ça réunit tous les Parisiens. Et du coup, pendant ces quelques jours-là, tous les prix augmentent. Donc forcément, on n'aime pas trop. Et donc, c'est tout ça. Ils parlent en tourangeau, c'est ça? En tourangeau, on a le français le plus excellent. Pardon. On colonise votre ville. Voilà. Non, mais bon. Et du coup, en fait, ça se passe pendant 3-4 jours. Et toute la profession se réunit. C'est un entre-soi. Et donc, Khadija est allée cette semaine, donc ça s'est passé la semaine dernière, à ces assises du journalisme. Ouais. Et tu vas intervenir à plusieurs moments. Ouais. Et à chaque fois, tu as touché juste. Donc, ça fait le buzz malgré tout. Parce que tu posais les bonnes questions. Quelle séquence tu veux qu'on regarde en premier? On peut commencer. Est-ce que vous voulez commencer par celle de BFM? C'est toi qui décides. Regardez BFM, le même sourire que Paul Larouturou, c'est juste en bas, encore un petit peu en bas. Encore en bas, voilà, en bleu, là, tout à droite. Là. Voilà. Pareil, j'interpelle donc Camille Anglade, directrice de BFM TV, qui a une responsabilité sur les intervenants, sur ce que font les journalistes à BFM TV. La folie. Et donc, c'est pareil, elle me décroche un sourire alors que je parle de sujets graves. Sourire je vous laisse de voir. Crétin, mais c'est incroyable. Insupportable. Allez, go. C'est bon, Christophe? Et en plus, il y avait cette musique qui est ultra gênante parce qu'il faisait une remise de prix éducation aux médias, vous voyez, remise de prix. Elle était là juste pour remettre les prix. Ah oui, d'accord. Et donc, ils avaient fait un peu style... ambiance. Remise de prix, non? Remise de prix, un peu comme la remise des Césars, la cérémonie des Césars, avec la petite musique, etc. Et du coup, il y a la musique, donc on m'entend pas bien parce que malheureusement, j'avais oublié de porter mon micro. Et c'est insupportable, enfin, c'est quand même assez lunaire. Mais bien sûr, dans le contexte d'aujourd'hui en plus. Dans le contexte aujourd'hui. C'est un débat démocratique. Ma carte de presse, c'est un débat. C'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est l'éducation. On peut bien lui parler après, on finit la remise des prix. Ouais, non, voilà, on va parler de ça, s'il vous plaît. Vous donnez pas la parole à Éric Zemmour, c'est très bien. C'est un homme qui a été condamné pour haine raciale, donc je voudrais savoir ce que pense justement Camille Anglade, qui a une responsabilité, puisqu'elle est à la tête de BFM TV. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'hypocrisie et il faut pouvoir amener justement ces discours-là. J'appelle les rédacteurs en chef, les directeurs des rédactions. Vous avez une responsabilité justement lorsque vous intervenez ici auprès des jeunes, donc vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de Noirs et d'Arabes. Quel message vous diffusez lorsque vous invitez sur vos plateaux télé des personnes justement qui sont condamnées pour haine raciale. Donc, voilà, et je pense que Madame Langlade a disparu. Voilà, vous fermez la salle. Je voulais juste discuter, j'ai le droit. Mais c'est une cérémonie de remise des prix. Oui, mais la cérémonie de remise des prix, c'est le moment de parler d'éducation. Il y a des débats tout le temps. Il y a des débats tout le temps. Il y a des débats tout le temps, il y a un débat ce soir. Madame Langlade, elle est encore là demain. Non, Madame Langlade, vous pouvez lui parler là, mais elle va prendre son train. Voilà, elle va prendre son train. Moi, j'ai dit que je lui parler, elle avait 5 minutes quand même. Non, là, vraiment, elle a il y a un débat, il y a un débat. Même pas 5 minutes. Non, mais attendez, vous
vous moquez de qui? Non, Déjà, je il a pense pas que là, cinq minutes. vous vous rendez pas compte. Non, de là je où pense que êtes. c'est vous qui ne vous Mais rendez non, pas vous êtes compte. dans un lieu, vous êtes un lieu de débat. Non, vous ne touchez pas, madame. Oh non, je ne me Bah, permettrai pas. Si, Vous avez touchez pas. non, mais je voulais s'il simplement vous vous plaît. dire très Non, non, gentiment, non, vous avez touchez jusqu'à pas. jeudi soir. Oui. Non, voilà, Et- bah, très bien, jusque là jeudi soir, mais en tout cas, quand vous êtes sur un ton vindicatif comme ça, alors qu'on est dans un lieu d'échange. Mais parce que vous êtes, justement, vous parlez d'éducation média, Oui. je suis en quête de vérité, justement. Oui, oui, c'est le thème. Je ne suis pas BFM, donc je ne vais pas répondre, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cet endroit Est-ce est que vous êtes fait journaliste? pour... Oui, je suis journaliste. Voilà. Et cet endroit est fait pour débattre. Eh ben, Et oui, alors, le débat. pas Non, une pas dans la cérémonie, remise de pas dans la prix. cérémonie Mais de par contre, remise. venez, Il y a des débats toute la Justement, moi, je semaine. trouvais que c'était intéressant d'en parler devant les jeunes. Mais parce qu'on parle on donne le d'éducation. micro dans toute toutes la les semaine. salles. Vraiment le but de Parce que ce je moment. trouvais justement dans les discours qu'il y a eu, justement, c'était complètement à rebours Ouais, je suis... de la réalité du métier. C'est ça, je veux dire, le métier, ça va pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand Reviens plateau. C'était insupportable. Alors, Radija. Ah non, mais c'est... Non, mais cette première séquence, alors je sais pas si nos concitoyens ont pu écouter, ils nous entendaient parler en même temps? Non. Ah, d'accord. On était 4. Donc effectivement, donc cette séquence illustre parfaitement voilà l'effondrement du journalisme, tout simplement. Donc je suis là seule à tenter d'avoir un débat avec Camille Anglade, qui est directrice donc de la rédaction nationale de BFM TV. Donc elle a quand même une très grande responsabilité. Bien sûr. On sait que BFM TV pendant 2 ans, même encore aujourd'hui. Télégénocide. Voilà, tout au long du génocide, ils ont donné la parole à Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de Bien sûr, l'armée bien sûr. israélienne. Et À donc, l'ambassadeur d'Israël en Également, France. oui, alors qui est il a- un voilà, personnage tout le temps. terrifiant. Ouais. c'est terrifiant, c'est absolument scandaleux. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus pour le journalisme. Franchement, c'est honteux. Et moi, j'ai voulu l'interpeller parce qu'on est quand même aux assises du journalisme et le thème était enquête de vérité. Hein. Le thème était quand même enquête de vérité. Je me suis dit, c'est génial, je suis dans le thème. Bah ouais. J'arrive avec ce thème-là et T'étais je raccord, me là. l'approprie. J'étais raccord et Bah je lui ai dit, Enquête de et je vérité. dis à un moment justement à cette dame, je dis mais je suis en quête de vérité. Elle me dit bah oui c'est le thème. Je dis bah oui. Et en fait on voit bien qu'ils ont très peu d'arguments. Un coup on me dit elle va prendre le train, un coup on me dit elle sera dispo tout à l'heure. On sait pas trop, on sent qu'il y a une gêne. En tout cas il y a un irrespect profond déjà. Madame Langlade qui s'en va en catimini, Qui se dérobe. Elle disparaît en fuit quelques complètement. secondes, ouais. Elle refuse le débat, l'échange. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui les citoyens et citoyennes malheureusement sont face à cet effondrement du journalisme et ne sont pas contents de l'information qu'on leur donne. Et en plus, ils étaient dans un entre-soi. Je veux dire, pendant 3 jours, il y avait vraiment des journalistes, des rédacteurs en chef et des directeurs qui pensaient encore avoir une légitimité. Et je me souviens qu'il y en a C'était même la un secte, quoi. qui a dit oui, on est encore loin devant les réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr. Voilà, même le JT est beaucoup regardé par les lycéens Ah, encore. d'accord. Non, mais Voilà. des gens qui étaient vraiment. Et, C'est de se rassurer. c'est leur sac à eux qu'ils auraient dû fouiller. Parce que, il y avait peut-être du CBD, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est pas posé. Ils sont dans une réalité Parallèle. Voilà, une réalité parallèle. C'était déconnecté. Non, mais oui, les gens pensent qu'on est encore, qu'on sert encore à quelque chose, etc. Non, ils étaient vraiment dans leur entre-soi. Et moi, je suis arrivée en fait pour casser un peu, foutre un coup de pied à la Mais c'est fourmilière. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Je sais pas si ça a déjà été fait il y a quelques années, mais je peux vous dire qu'il y a même des journalistes qui sont venus me voir le lendemain en me disant Khadija, on pensait sincèrement qu'aujourd'hui on allait t'interdire l'entrée. Vous vous rendez compte, aux assises du journalisme, il y a des journalistes qui ont eu peur que je ne puisse plus revenir le lendemain. Mais on est sur quel type de démocratie? On est sur quel type... je ne sais pas dans quel monde on vit, mais vous allez voir la deuxième séquence où j'interpelle justement des journalistes. C'est même le ministère des Armées qui va me répondre sur Gaza, sur les ingérences israéliennes. Donc je veux dire, quid des assises du journalisme, quid du thème enquête de vérité? Je pense qu'on n'est pas du tout... On pourrait peut-être changer, c'est pas les assises du journaliste, c'est les allongés du journalisme. Hein, Ah ouais, non mais là... Ou les assistés du journalisme. L'aplaventrisme du journalisme. Là, on est sur ta page. On est sur ta page. Là, on est sur ma page, donc c'est là où je... C'est pas ici, hein, c'est juste après. Ça, c'est vrai. Là, c'est vraiment ça. On dirait un concert de gospel. Elle est partie en stand-up. Ah non, c'est encore un peu, c'est encore
encore en bas. Mais en fait, là, c'était vraiment le bouquet final. C'était le dernier jour. Et là, je leur ai mis. Alors... Mais moi, je veux voir le clash. Mais non, mais on va le voir. On remonte un petit peu en haut, Hicham. Encore en haut, encore. Voilà, juste sur là, je suis un homme. J'ai la malchance d'être un homme blanc de 59 ans. Parce que j'interpelle justement ces grands directeurs en leur disant mais pourquoi il manque de la diversité? Où sont les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les LGBT? Vas-y. Et puis, bonjour à toutes et à tous et merci pour. Cet échange. Vous parlez effectivement d'un échange débat démocratique, mais ici autour de cette table, vous êtes toutes et tous des personnes perçues comme blanches. Je ne vois pas de personnes issues des minorités ou de personnes racisées, pas de personnes noires, pas de personnes arabes, ni asiatiques, ni LGBTQIA+. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, selon vous, c'est un réel débat démocratique qu'on a eu là tout de suite? Ensuite, on est effectivement donc, dans une conférence qui s'intitule « Le journalisme face à la guerre informationnelle ». Pourquoi ne pas avoir évoqué les ingérences israéliennes, notamment aujourd'hui, qui subsistent justement dans nos médias Il y en a d'autres dont nous aurions pu parler aussi, des ingérences tout à fait. de certains États, d'autres pays du monde. Tout à fait, effectivement, mais aujourd'hui c'est quand même un gros sujet, ce qui se passe, comme vous le savez, à Gaza. La presse étrangère n'a pas accès à la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Pourquoi une telle léthargie? C'est quand même une première. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de mouvement, ou en tout cas on ne le dénonce pas suffisamment peut-être au sein des médias? Et voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur les ingérences israéliennes. Pourquoi est-ce qu'on continue de donner beaucoup la parole à l'armée israélienne, et pourquoi est-ce qu'on invisibilise notamment sur les plateaux télé les voix palestiniennes? Voilà, j'aimerais un petit peu avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Donc, à savoir, les personnes racisées ne sont pas autour de cette table, et votre avis sur les ingérences israéliennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Sur la constitution du panel, ce panel a été constitué par l'association Journalisme et Citoyenneté ainsi que par la Fondation Descartes, qui sont allés chercher des expertises sur cette question-là. Chacun s'est exprimé en son nom propre, ou en tout cas a décliné les casquettes sous lesquelles il intervenait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question-là. Donc il n'y a pas de personnes noires, arabes ou asiatiques qualifiées peut-être pour être autour de cette table? C'est ça que vous dites? Ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Je vous ai dit ma question est une réponse. Pas ma réponse, c'est une réponse. D'accord, j'ai pas trop compris. Je peux exprimer au nom des SDJ en fait, parce oui. Que pour le coup dans les SDJ on a forcément des gens qui sont racisés. En vérité on a fait un appel à candidature pour venir à ce débat, et il s'avère que j'étais la seule personne, donc une femme blanche de plus de 50 ans, à venir au débat, mais pour des questions. C'est bien de le souligner. On a une responsabilité, parce que moi-même je fais partie de la profession, je suis journaliste. Est-ce que il y a des plans d'action pour pouvoir avoir davantage de personnes issues des minorités, et aussi des personnes handicapées notamment, et on l'espère peut-être demain voir des personnes trans aussi à l'antenne, avoir des personnes ces personnes-là font partie du débat public et sont importantes en société. Mais je voudrais aussi que vous me répondiez par rapport aux ingérences israéliennes, et ensuite je laisserai la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'au ministère des Armées, on intègre tout le monde et j'en fais partie. Donc je suis contente. L'ingérence israélienne et l'utilisation de la communication stratégique par cet État en particulier. Ma collègue Céline m'a arrangé sur les guerres de l'information et la guerre numérique, et je vous renvoie au chapitre qui traite de cette question. Pour Gaza, pardon, parce que la presse étrangère est interdite d'entrer dans Gaza. Est-ce que vous pensez mettre en place, je ne sais pas, un soutien, des plans d'action, le dénoncer concrètement dans la presse, parce que on n'a pas accès, c'est une très grave entrave à la liberté de la presse. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la profession ne cesse de demander depuis plusieurs années maintenant? La profession. On est là, on est revenu, franchement. Bravo. Ça se fait, mais moi je m'en fous, je le fais. Franchement, non, mais sérieux, non, mais attends, Khadija, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Là, je te jure, t'as ramené un truc, moi je te le dis, c'est pas en termes de bien, de pas bien. Alors, moi, personnellement, je trouve ça bien, parce qu'en termes de message, c'est ultra puissant et tout. Mais t'as ramené un truc qui n'existait pas. Je peux pas te le dire autrement. Youssef,
Absolument, c'était le lieu et le moment. Ouais. C'était le lieu et le moment où il fallait dire tout cela, et puis surtout de dire cela à de tels menteurs, parce que c'est extraordinaire. Comme on dit, c'est accompagner le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Et là, vraiment, t'es arrivé à la porte de leur maison, hein, et ça éclate. Leurs mensonges éclatent. Et ils sont tellement miséreux dans leurs mensonges, mais c'est incroyable, quoi. Je voulais juste dire qu'avant de participer justement à cette conférence, donc on est à J2, je me fais quand même interpeller par 2 organisatrices des Assises du journalisme qui me demandent, je cite, de ne pas venir polluer ce débat. Elles espèrent que ça va bien se passer et que voilà. Et que je ne fasse pas comme la veille. Bon, et je sais pas si tu as vu. Je sais pas si tu as vu. C'est ça qui m'a choqué. C'est clair. Tu as été liké par Françoise Vergès. C'est clair. Ah oui ? Oui. Françoise Vergès. Bien sûr. Madame Vergès. Grand sociologue. Ouais. Essayiste aussi. Non, mais cet extrait, il est lunaire. Déjà, la réponse du ministère des Armées, mais quelle connivence entre le journalisme et le ministère des Armées. Qu'est-ce que cette dame fait là ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Le thème, c'était la guerre informationnelle, mais vois-tu, ma chère Mona, pendant 3 heures, ils ont monopolisé la parole entre eux, déjà entre gens perçus comme personnes blanches, voilà. 3 heures de monopole. Ici, tu n'auras pas ce problème. Mais 3 heures où il y a que des Et 3 heures sur les ingérences russes, notamment. Alors, la Russie, c'est à fond, c'est très bien d'en parler. Mais alors, je me suis dit, il y a un moment, ils vont parler de Gaza. Mais c'est lunaire. De Gaza, c'est quand même une première histoire récente. On interdit l'accès. Bien sûr. En fait, ça en dit long. Ça en dit long de la déconnexion de beaucoup de journalistes par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à ce qui se passe juste au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Ils sont totalement déconnectés. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire une telle assise sans avoir en sujet principal Gaza, le génocide ? Je ne comprends pas. Mais comment est-ce qu'il s'appelle le journalisme ? Je ne comprends pas. Et déjà, ce qu'elle a fait là, Khadija, c'est qu'elle est arrivée dans un lieu où ils sont dans une espèce d'entre-soi. Ils se connaissent tous, ils se tapent dans l'épaule, ils se filent les contacts, tout va bien, ils se connaissent. Ils sont entre eux. Et Khadija est arrivée, elle a mis un coup de pied dans cette fourmilière et ils l'ont tous regardé. Mais qui est cet ovni qui ose déranger notre tranquillité? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Absolument. Et quand j'ai vu ça, je lui dis, mais Khadija, en fait, t'es arrivée dans un espèce de salon un peu bourgeois, un peu élitiste, t'es arrivée au milieu, t'as fait ce qu'il fallait faire, et puis les gens t'ont tous regardé, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est cette énergumène qui vient rompre le ronron habituel. C'est ça. Alors qu'en réalité, toutes ces questions-là, elles sont totalement légitimes et elles devraient être posées tous les jours. Et moi, je pense que cette vidéo-là... J'allais dire tranquillement. Ouais, mais complètement. Ouais. Et moi, je pense que cette vidéo-là, les jeunes journalistes, en tout cas les étudiants, devraient en prendre de la graine, d'aller justement confronter ceux qui tiennent les médias, de leur dire, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on déplace le débat ? Aujourd'hui, c'est ça la question, c'est ça ? Et moi, j'ai envie de dire, et après je te laisse la parole, Hicham, non, mais parce qu'en fait, ça me perturbe en fait, de voir ça, parce que non, mais là je suis concentré sur le processus de Khadija en fait. Et pour moi, en fait, t'es une hybridation. Je m'explique. C'est-à-dire que tu viens du monde journalistique, on va dire classique, parce que tu as été sur France Télévisions. Ouais, j'ai travaillé. Voilà, donc tu as une formation académique, etc. Et en même temps, tu t'es construite toute seule, c'est-à-dire à travers le reportage de guerre. Donc ça, je pense que tu as été un petit peu, pas livré à toi-même, mais en tout cas très isolé. Ouais. Plus les réseaux sociaux, c'est-à-dire la création d'une communauté. On voit aussi, tu vois, ce que tu fais même par rapport à nous. Tu vois, le travail d'aller solliciter, de vouloir avoir des partenariats avec des médias un peu alternatifs. Tu vois, t'es en train de construire comme un modèle, tu vois. Je sais pas si tu en as conscience. Non. Et moi, vraiment, ça me saute aux yeux. C'est-à-dire que t'as un côté expérimental. T'as un côté expérimental et que je trouve hyper intéressant parce que tu vas challenger justement les médias mainstream en disant, voilà les gars, ça y est, en fait, c'est déjà fini pour vous. Ouais. Je suis juste, toi en fait, t'es la grande faucheuse. En fait, t'es en train de leur annoncer que ça y est, c'est fini. C'est GTA. Mais je te jure, ça y est, c'est fini les gars. C'est déjà fini pour vous. Donc moi, en fait, je viens vous proposer peut-être de remettre un petit peu de carburant en regardant la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous voulez l'imposer au public. Hicham, et après moi je pense qu'il faut déjà revenir un peu sur le lieu parce que là je pense que ça doit être la mairie de Tours, quelque chose comme ça. Oui, hôtel de ville. L'hôtel de ville, donc c'est marié 3 fois, c'est pour ça. Voilà. Non mais c'est ma ville, je connais.
C'est ma ville, donc pour une fois que je peux représenter ma ville. Franchement, j'étais limite, je me sentais de trop. En plus, je porte un t-shirt où il y a écrit Révolution, c'est le portrait d'Aouda Hadalin, l'Arhmo, qui a été tué le 28 juillet par un colon, un Cisjordanie. Alors je suis arrivée comme ça. Déconnectée. En fait, déconnectée. Pour vous rappeler en fait la déconnexion, parce que vraiment, il faut poser le cadre. C'est quoi Tours ? C'est quoi Tours comme ville ? C'est une ville qui est extrêmement bourgeoise. C'est là où il y a tous les châteaux de la Loire. Donc c'est l'aristocratie. On est sur la vieille France. Voilà, son surnom c'est Tour la Blanche. Donc quand Radija arrive avec sa gueule d'arabe, bah forcément ça détonne de fou. Donc déjà il y a tout ce cadre-là. Et surtout il y a la table. Donc ce que tu rappelles c'est bon, ils sont tous blancs, etc. Mais surtout ils parlent que de la Russie. Et en fait, le fait de ne parler que de la Russie, en fait, ça veut dire qu'ils veulent surtout pas parler de la Palestine. C'est exactement ça. Parce que la Russie, c'est old news maintenant. Ça y est, c'est bon. En fait, ils disent, on ne veut pas parler de la Palestine. Et le titre, c'est guerre informationnelle. Vous vous rendez compte ? C'est guerre informationnelle. Et justement, là tout à l'heure, tu disais enquête de vérité. Là, c'est guerre informationnelle. Bah voilà, on a la guerre informationnelle. On a le surgissement du Sud. Le Sud arrive dans cette salle. Et du coup, c'est la guerre asymétrique. Ils ont toutes les places, ils occupent tout l'espace. Et le fait que tu sois seul, donc, face à eux tous, bah, ça rend d'autant plus la séquence belle et aussi incroyable, quoi, faut le dire. Et ça les choque d'autant plus parce qu'ils disent, malgré tous nos efforts de l'entre-soi, ça claque. Et les nouveaux réseaux, ça participe à ça. Ils savent, en fait, c'est structurel. Les anciens médias, ils contrôlent, on va dire, les fréquences, les ondes, d'une manière générale. Et en fait, Internet leur échappe. Et ça, ils n'aiment pas ça. Donc là, le contre-pouvoir, il a amorcé. Et ce que disait Mouloud, c'est qu'en fait, c'est pas la grande faucheuse, mais en fait, il y a toujours eu un peu ça. Moi, je pense à Pierre Carl, d'une certaine manière, où à une époque, il allait un peu interviewer, notamment dans un film, je crois, c'est Le Nouveau Chien de Garde. Oui, Le Nouveau Chien de Garde. Donc il a interviewé, etc. Il y a une similitude dans la confrontation avec les journalistes. Mais là, tu renouvelles totalement le format, tu l'adaptes totalement à l'époque, tu utilises les codes des réseaux sociaux. Enfin, la séquence, elle est folle. Enfin, là, pour le coup, et si des gens veulent avoir des précédents historiques, justement, Les Nouveaux Chiens de Garde, ça fait référence au bouquin de Paul Nizan, Les Chiens de Garde, qui déjà à son époque, Paul Nizan, le communiste, s'alarmait avant la Seconde Guerre mondiale, s'alarmait sur le journalisme. Et rappelons aussi qu'il n'est pas si surprenant que Khadija ait été arrêtée à Tours, puisque c'est là-bas que les Arabes ont été arrêtés, à Saint-Pierre-des-Corps. Poitiers. C'est pas Poitiers, c'était Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, Youssef, pourquoi Saint-Pierre-des-Corps ? Je suis obligé de vous modérer, monsieur. Parce que c'était le grand cimetière, du coup c'était Saint-Pierre-des-Corps. Ah non, mais c'est pas du cimetière, c'est là-bas que le dernier clash a eu lieu. Vous voulez me censurer, mais à fond, hein, franchement. C'était vraiment affligeant. Et ça m'a montré, une fois de plus, ça a démontré qu'il y a un gros problème dans les médias aujourd'hui. Énorme. Guerre informationnelle, 3 heures de conférence où moi je suis là à l'écoute, je me dis... Ils vont, et en fait, en plus, ils sont dans un autre soi, donc au bout d'un moment, tu perds le fil, ils parlent entre eux. Il y a un moment, tu dis, les mecs, voilà, ils sont déconnectés. Et sur 3 heures, pas un mot sur Gaza, et comme vous dites, ça prouve encore une fois, quand même, je veux dire, dans l'histoire récente, on n'a jamais vu que les journalistes internationaux sont interdits d'accès à un territoire. Je veux dire, même la Russie, on peut aller en Russie. Mais évidemment. L'Iran, c'est compliqué d'y aller, mais on peut quand même essayer d'y aller. On peut avoir des... Il y en a, même en Iran, il y a Giros Ghazi, comme en Iran. C'est plus compliqué. Il y a des terrains, c'est plus compliqué, mais on peut y aller. Toi-même, tu as un correspondant, Rami Jaoui, c'est un ami, c'est un Azaoui. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais il est tu as des francophone, oui, voilà, c'est francophone. Je parle de lui parce que je pense à lui, mais tu peux rentrer en contact avec des personnes sur place. Il pourrait. Quand on veut, on peut. Bien évidemment. Rami, il est joignable, on parle tout le temps. D'invisibiliser. Et aussi, il y a une chose aussi, que là, je vais pas dire on oublie, je parle pas de vous, mais c'est que pendant tous les premiers mois du génocide, l'année 2024, fin 2023. Ouais, 2023-2024 et après, tout a été tellement documenté qu'en fait, je pense aussi qu'il y avait une volonté des médias mainstream, des grands médias, de contrebalancer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on avait tellement envahi avec toutes les stories, toutes les pages Instagram, Twitter, etc., que le système, et notamment à travers l'utilisation des porte-paroles de l'armée génocidaire, ils ont fait une sorte de contre-offensive sur le terrain médiatique. Alors, on a déjà pas mal parlé, donc on va essayer de clôturer sur le sujet avec la dernière séquence qui est incroyable. C'est ce que j'appelle le bouquet final. C'est le dernier jour, on est jeudi 9 avril. Alors, c'est celle de droite. C'est celle-ci, ouais. C'est la totale. Pour celles et ceux qui pensent que j'ai raison.
Voilà, faites du bruit. Il y a quand même des gens qui pensent que j'ai raison. C'est le débat démocratique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Dans le micro, ça. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Concernant le virage très à droite de France Info, pour prendre un exemple notamment lorsque vous aviez fait un espèce de débat en plein génocide à Gaza, sur Gaza, Côte d'Azur, et si c'était possible, alors que plus de 72 000 Palestiniens ont été massacrés par Israël, et également votre opinion au sujet du harcèlement moral qui sévit justement à France Télévisions. Vous êtes quand même le service public, donc vous avez aussi des comptes à rendre au public. A priori, on a l'impression qu'à France Télévisions, c'est même pas une impression. Enfin, moi, j'ai travaillé 2 ans chez vous et je sais de quoi je parle puisque moi-même, j'ai été victime de harcèlement moral et j'ai fait des mails. Et d'ailleurs, la direction n'a pas souhaité m'immatriculer parce qu'elle estimait que je n'avais pas les codes de France Télévisions. D'ailleurs, je rappelle qu'avant que j'arrive, il n'y avait pas forcément de congé pour les alternants. Donc pareil, j'étais obligée d'aller voir la direction. Donc j'ai parlé avec Elvire Moyot et Sébastien Vibert à ce sujet. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, Dieu merci, les alternants ont des congés. Camille, qui avait harcelé Gaëlle Giordana, que vous avez viré en 2024. Ah oui, non, mais si, je pose... Bah si, c'est l'utilité du journalisme. Oula, je suis censurée. Est-ce que je suis censurée? Je voudrais juste, donc, voilà, alors on va, oula là. Alors, voilà, d'accord, oui, mais, non, mais attendez, vous vous rendez compte, c'est une gêne, il y a une gêne, attention, il y a une gêne, et ça, c'est intéressant. Dans le débat démocratique, je pense que ça, c'est intéressant, messieurs, dames. Je peux terminer, j'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas, il me reste quelques secondes, mais on voit déjà qu'il y a une gêne, et on voit que quand même, on essaie de me censurer. Ouh là là. D'accord, et bien, je vais continuer. Mais ce que vous avez à dire sur le harcèlement, justement, évidemment, ce sont toujours des hommes blancs qui vous disent si on doit terminer ou pas. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Faites du bruit pour celles et ceux qui pensent que j'ai raison. Voilà, faites du bruit. Il y a quand même des gens qui pensent que j'ai raison. C'est le débat démocratique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire sur la ligne éditoriale aujourd'hui de France Info qui, au regard du public, au regard de certains citoyens et citoyennes et au regard de certains journalistes, dont moi, vire très à droite. Voilà, qu'avez-vous à dire sur le Gaza French Riviera? Voilà, et ensuite le harcèlement moral à France Télévisions. Qu'est-ce que vous avez à répondre de cela au public? Je vous remercie. Moi, ce que je voulais, c'était montrer le moment où tu dis vous me touchez et tout. Eh ben, il faut avancer un peu. Ah, c'est à la fin? Non, tu peux le mettre, il y a l'autre. Voilà, il y a la petite... Non, vas-y, ressors. T'as l'autre vidéo où ça y est direct. D'à côté. Parce qu'il m'a hué, invectivé. Voilà, c'est celle-là, sur ta droite. Celle-là, voilà. Vous allez le dénoncer? Mais pourquoi? Mais parce que j'ai le droit, c'est la liberté de presse. Mais si, j'ai le droit. Je veux savoir qui m'a hué, qui m'a invectivé de la sorte. Mais bien sûr, j'ai le droit de vous n'êtes savoir. pas respectueuse de l'idée du débat. Vous me touchez pas. Mais vous me touchez pas, mais ça va pas ou quoi? Mais vous me touchez pas. Mais vous me touchez pas. Mais vous me touchez pas, monsieur. Ah non, mais là, Arnaud Mercier, d'accord. D'accord, Arnaud Mercier, qui vient de me toucher. Donc agression physique. Ah non, vous m'avez touché, c'est filmé. Non, il m'a touché. Vous êtes journaliste? Je suis pas journaliste, je vous ai dit que j'étais professeur. Vous allez le dénoncer? Oui, allez-y. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai le droit, c'est la liberté de presse. Et en fait, il s'est regardé à son micro. Ouais. On est de retour sur le plateau, donc c'est vraiment incroyable. Donc là, en fait, pour résumer, Khadija, donc c'était une intervention où tu étais, tu témoignais, enfin, tu prenais à partie, on va dire, les participants, enfin les contributeurs. Donc c'était des gens de la direction, notamment quelqu'un de la direction de France TV. Tout à fait. Là, les personnes qui animaient, entre guillemets, la conférence, donc animée par Salia Braclia, effectivement, se trouvent des décisionnaires, des directeurs, dont directeur délégué de l'information, Pascal Doucet-Bon, France Télévisions. On avait également un décisionnaire pour Radio France, dont j'ai plus le nom, et également le directeur de France 24 et l'une des directrices de Ouest France, quoi. Donc là, je suis vraiment face à des décisionnaires, donc des mastodontes qui représentent vraiment ce pouvoir au sein des médias. Ça représente vraiment cette élite, ça représente toute cette force que moi je n'ai pas en tant qu'humaine, en plus a fortiori femme maghrébine, journaliste, qui vient de la cité, etc. Donc là vraiment,
je suis pas du tout, je veux dire, le rapport de force ne joue pas en ma faveur et je suis toute seule à dénoncer ces choses-là. Et effectivement, on se rend bien compte que tout de suite, il y a une gêne quand j'essaie d'ouvrir justement un débat pour interpeller justement ces rédactions en disant ça va très mal au sein des rédactions, il y a du harcèlement moral. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, vous faites du mal à vos confrères, à vos consoeurs et vous faites du mal aussi à la société. Le French Riviera à Gaza, je l'ai évoqué également. Ouais. Donc voilà, le virage très à droite de France Info, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui se passe en fait au service public? Eh bien, effectivement, je me fais huer, invectiver dans la salle, notamment par ce professeur qui enseigne la communication à l'IFP, donc l'Institut français de presse de Panthéon-Assas, quand même. Visiblement pas la communication non violente. Voilà, pas la communication non violente, et bien évidemment, visiblement pas le journalisme. Hein. Encore une fois, la communication, ce n'est pas du journalisme. Donc, ce monsieur s'est permis vraiment, parce qu'il y a une petite séquence, mais je veux dire... Là, dans les rushs que j'ai, il me hue, il me siffle, il me demande de partir. Et à la fin, donc, je vais le voir, effectivement, en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de savoir. Et il y a sa collègue qui dit, mais vous allez le dénoncer. Vous allez le dénoncer. Donc, on sent qu'effectivement, bah oui, je vais te dénoncer parce que je suis en train de faire un reportage, figure-toi, sur les coulisses des assises du journalisme. Tout va mal, en fait, dans ces assises. Et je compte bien le dénoncer et montrer au public ce que le public doit voir de ces assises et qu'il puisse se faire sa propre opinion. Et monsieur donc Arnaud Mercier va se permettre au début de me dire elle a son micro sur elle a son micro comme si on était en dictature. J'ai le droit d'avoir mon micro, de faire mon travail. Et en fait, il va commencer à avoir des gestes déplacés en ma direction. Il va me pointer du doigt et à un moment, il va foutre même, alors, il va me foutre son bras en pleine face et il va toucher mon bras. Comment ça en pleine face? Comme ça. Et en fait, il va toucher mon bras. Et là, en fait, pour moi, il y a agression physique. Pour moi, c'est une agression physique. Il n'a ni à me pointer du doigt. Il a dépassé ma safe zone, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Je suis journaliste et on se rend bien compte qu'encore une fois, on me retire mon identité de journaliste. Totalement. Et encore une fois, par un homme blanc. Voilà. Ça, c'est fait, je pense que bon. C'est insupportable. Un enseignant, quand même, de Panthéon-Assas, enfin, je veux dire, un auteur, c'est quand même très bas. Voilà, c'est inadmissible. Je pense qu'on peut rajouter une chose, parce qu'il y avait Jamel dans le chat qui disait qui est un proche de PDH, même c'est la famille, quoi. Ah, c'est Jamel. Jamel. Qui a fait une école de Jamil. Le J, oui, Jamil qui a fait l'IFD, donc l'école de journalisme de Panthéon-Assas, dont il est directeur, la personne qui est agressée. Et il disait, dans les années 90, c'était beaucoup d'étudiants qui venaient du Sud, de pays du Sud principalement, qui faisaient cette école. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait c'est quoi aussi la fonction de lui en tant que professeur, qu'est-ce qu'il doit incarner. Donc il incarne, non seulement il est blanc, mais surtout il incarne la question du pouvoir blanc, quoi. Je pense que ça pourrait être, en fait, ça pourrait être un professeur noir, il pourrait défendre tout aussi bien la profession et incarner ce côté de pouvoir blanc. Il y a une dimension patriarcale aussi, quoi. Patriarcale, etc. Et le truc de dire, écoutez, vous sortez de la règle, vous venez nous contredire, nous invectiver, vous vous êtes écarté. Donc en fait, le journaliste, c'est aussi un espace de pouvoir, quoi. Enfin, bien sûr. Et là, tu le rappelles. C'est le quatrième pouvoir, on le dit. Ouais. Je pense qu'on l'a vu à travers de nombreuses affaires. Voilà, on va pas citer Patrick Poivre d'Arvor, Morandini, etc., etc. Bourdin, Bourdin, enfin beaucoup de gens que voilà, des hommes blancs avec du pouvoir ont exercé justement des agressions, ont exercé une emprise, etc. Donc ont écrasé les autres de par leur position de pouvoir. Youssef. Ah oui, tout à fait. C'est malheureusement, c'est pas inédit, c'est pas nouveau, mais je crois que jamais ça va atteindre ce niveau. Ouais. Jamais ça va atteindre ce niveau. C'est vrai que de toutes les guerres qui ont été faites au monde arabe, et Dieu sait qu'il y en a eu un paquet, hein, notamment depuis les années 80, 82, etc. Alors à chaque fois, on avait l'occasion de s'indigner de l'attitude des journalistes, etc. Mais je crois que jamais ça avait atteint un tel niveau. Je me souviens qu'à l'époque de la guerre contre l'Irak, la première guerre en 91 déjà, mais il y avait même eu des démissions de journalistes. Il y avait des journalistes qui avaient été virés déjà à l'époque parce qu'ils avaient fait leur boulot, hein, simplement donner la réalité sur le terrain. Mais on n'a jamais vu une telle collusion, là, avec la séquence actuelle, entre le pouvoir politique, le pouvoir impérialiste, l'antitétionniste, Israël, et une certaine classe journalistique. On n'avait jamais vu cela. Ouais. Avec un tel aplomb, une telle arrogance, un tel mépris pour les morts, je crois qu'on est vraiment dans une séance absolument sidérante
ça va marquer l'histoire. Ça va marquer l'histoire de façon générale et entre autres l'histoire du journalisme. Là, on est vraiment de très très grave. Hein. De très très grave. Je pense que de totalement inédit. Ça ne s'est jamais vu. C'est inédit. On n'a plus de mots pour. Il n'y a plus de mots. On peut plus s'exprimer. On peut même pas avoir de débat. En plus, ils m'ont menti. C'est-à-dire que les assises du journalisme, on a des journalistes qui vous mentent droit dans les yeux. C'est-à-dire que 2 jours auparavant, on m'a promis que je pouvais débattre, mais que là, c'était pas le moment parce qu'il y avait la remise des prix, que Madame Langlade avait son train, etc. N'avait même pas 5 minutes à m'accorder. Moi, j'y ai cru. 2e jour, j'y vais. Vous voyez qui me répond. Le ministère des Armées, 3e jour, on me hue, on m'invective et en plus, on me touche. Mais à quel titre il était là, le ministère des Armées, au fait? Mais à quel titre? Mais je n'en sais rien. C'est pour participer. Des Armées. C'est une conférence qui s'intitule la guerre informationnelle. C'est pas parce qu'il y a une guerre pour devenir le ministère des Armées. Il est venu en treillis avec ses armes et son casque. Mais en plus, je parlais du manque de diversité également au sein des rédactions. Elle m'a répondu, cette dame, au sein du ministère des Armées, elle me répond. Votre question n'est pas une réponse. Non, elle me dit au sein du ministère des Armées. Non, ça c'est un monsieur. Elle me répond aussi sur ça. Donc elle reprend ma question et elle me dit au ministère des Armées, il y a de la diversité. Je suis une femme et j'en fais partie, donc je suis contente. Alors, là, tu touches un point super important. Et on s'en fout. C'est la stratégie, on va dire, l'armée met beaucoup ça en avant ces derniers temps. C'est la question, regardez, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des femmes, etc. Non, mais même, en fait, est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Enfin, l'armée, c'est l'armée française. Non, mais pas seulement. L'armée française, c'est une organisation qui participe aux guerres impérialistes de la France. Je ne suis pas sûr. On sait très bien c'est quoi le destin. Qui prépare la prochaine. Qui prépare la prochaine. On sait très bien qui sont la cible de recrutement et qui va mourir au front. Donc, principalement, les Noirs, les Arabes de quartier. Il faut être honnête. Les gens les plus précaires. Les plus précaires, voilà, les Blancs précaires. Donc, on sait très bien, en fait, c'est quoi l'armée. C'est la grande faucheuse. Je ne sais pas si on peut se réjouir que l'armée se pose des questions comme est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des Noirs et des Arabes. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et on voit comment l'armée israélienne utilise la cause des femmes à des fins militaires et de justification de génocide. Et juste pour terminer là-dessus, on est quand même aux assises du journalisme. On passe au sujet suivant, mais quand même aux assises du journalisme, je n'étais absolument pas prête à avoir en face devant moi une personne issue du ministère des Armées. C'était pas le sujet. Moi, ma question, c'était la diversité au sein des médias. Elle se permet de répondre pour le ministère des Armées, mais elle veut me recruter ou quoi? Pas du tout, en fait. Oui. Pas du tout. Je crois que c'est justement très signifiant. Oui. C'est signifiant, en fait. On sent dans des assises sur le journalisme, sur l'information, qu'on invite le ministère des Armées dans la période qu'on est en train de vivre. Sachant que la France arme Israël en plus. France arme Israël. Plus de 525 cargaisons d'équipements français à usage militaire expédiés vers Israël entre le 10 octobre 2023 et mars 2026. Donc c'était le mois dernier. Donc des révélations faites par Urgence Palestine et Palestinian Youth Movement. Donc la France est sévèrement, gravement impliquée dans le génocide bien sûr. En Palestine. Et donc on a le ministère des Armées, évidemment, qu'en fait, guerre informationnelle, il n'allait pas parler du génocide à Gaza et du génocide en Palestine de manière générale. Et non seulement ils n'ont pas parlé, mais le problème c'est qu'ils ont aussi diffusé largement tous les fake news de l'armée israélienne. Ouais. Rappelez-vous toutes ces histoires de tunnels, etc. Eux-mêmes ont diffusé des images. Regardez dans cet hôpital. Mais ça, tout a été démenti. Mais après, il n'y a jamais d'excuses. Il n'y a jamais d'excuses. Et... Non, ça c'est absolument ignoble. Comme disait l'autre, vous ne l'avez pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Exactement. Et une dernière chose, comme dirait Léa Salamé, quelle époque. Vraiment, je vous renvoie à l'édition de samedi soir, c'était lunaire. Ah ouais, justement, Salamé, ça nous ramène au Liban. Ça nous ramène au Liban, Salamé. Alors, je vais me faire déchiqueter parce que on a été très très long, les amis, mais c'était vraiment passionnant. Et merci d'avoir partagé ça avec nous parce que je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont suivi ça sur les réseaux et qui ont du coup la possibilité d'avoir, j'allais dire, la version longue. Et du coup, c'était extrêmement intéressant.